j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super et aujourd'hui, je vous retrouve pour la revue livresque du mois d'avril où je parlerai de Dissidente d'Oscar Nourri publié chez Didier Jeunesse, du Cercle de Bernard Minet publié chez Pocket et de Mad Majesty de Delinda Dane publié chez Hugo Roman. En avril, je n'ai lu que 3 livres, on va dire, mais bon, c'était 3 très chouettes lectures. Bref, c'est parti. On commence par Dissidente de Oscar Nourri, publié chez Didier Jeunesse, que j'ai adoré et qui, je pense pour moi, est très important à lire. Et je pense qu'il est très important de le lire car il aborde des sujets nécessaires et de société. Et c'est le premier tome d'une duologie qui, je pense, va être une référence à venir en littérature young adulte. Il est à mi-chemin entre The Last of Us et La Servante écarlate de Margaret Atwood. Personnellement, je n'ai jamais lu La Servante écarlate de Margaret Atwood, mais j'avais vu des extraits de la série et je connaissais l'histoire. Mais par contre, je n'ai jamais vu The Last of Us, donc je ne pourrais pas trop dire en quoi ce roman se situe un peu vers The Last of Us. Donc si vous avez vu The Last of Us et que vous avez lu Dissidente, je vous laisse me dire dans les commentaires pourquoi est-ce que il y a des similitudes, parce que je n'ai pas la référence pour le coup. Mais n'ayant ni lu l'un ni vu l'autre, je peux vous assurer que Dissidente est quand même à lire et qu'il est quand même très cool et très nécessaire à nos jeunes garçons et à nos jeunes filles et même à nos adultes, parce que c'est un roman qui aborde vraiment des thématiques archi actuelles et qui m'ont fait à plusieurs reprises vraiment fait froid dans le dos. Dans ce roman, on va suivre donc Jo, qui est une jeune fille qui a 18 ans ou 19 ans et qui doit malheureusement en tant que femme rejoindre un centre de natalité, sauf que elle n'a pas envie d'être dans un centre de natalité parce que même si ce n'est pas dit explicitement dans le roman et que c'est sous-entendu, on sait que c'est forcément quelque chose d'horrible, même si, à titre perso, au début du roman, j'avais dans la tête, ou dans, je sais pas, mon inconscient positif, j'avais espoir que les instituts de natalité n'étaient pas si pires, ou du moins ils étaient présentés de façon à ce que on nous fasse croire que c'était quelque chose de positif, mais je pense que j'ai été prise dans l'espèce de propagande qui est donnée au personnage, alors qu'en fait, c'est clairement des scènes horrible qui se passe pour les femmes. Je dirais pas le mot, même si je pense que la majorité d'entre nous a compris. Et du coup, je comprends pourquoi est-ce que Jo ne veut pas y aller. Même si les femmes qui acceptent d'aller dans ces instituts de natalité sont vues comme des bonnes faiseuses pour la patrie, qui sont vraiment reconnues pour la patrie. Petite parenthèse pour contextualiser le roman, on se passe dans une France dystopique, où il y a eu un gros virus et ce virus a problématisé la fertilité des femmes, et quand les femmes arrivent à tomber enceintes, elles ne tombent plus enceintes de petites filles. Donc d'où le fait que la démographie est en train de chuter et qu'on veut mettre ces femmes dans des instituts de natalité pour les faire avoir des filles. Et ça fait écho notamment au fait que notre cher président actuel veut faire un renforcement démographique et veut inciter les femmes à tomber enceintes. Sauf que on a le droit ou non d'être enceinte, on peut ne pas vouloir, on peut vouloir des enfants mais ne pas pouvoir malheureusement. Il y a 1 milliard de possibilités et toutes les possibilités, qu'on veuille ou non, ou qu'on puisse ou non, que ce soit notre choix, pas notre choix, qu'on ait envie, pas envie, ça reste notre corps et notre décision. C'est le contexte dans lequel on est dans ce roman. Et à côté de ça, Jo va rencontrer Edgar qui lui, pauvrette, a vécu en autarcie toute sa vie et a été élevé au fin fond de la Chartreuse sans rien savoir de la situation actuelle. Et en fait, il va découvrir de ses grands yeux candides et éberlués dans quelle situation est la France et dans quelle situation sont notamment les femmes et les personnes au fur et à mesure LGBTQIA+, qui elles n'ont plus de droits dans cette France dystopique. Voilà, comme quoi il faut toujours se battre pour nos droits parce que en un claquement de doigts, tout peut disparaître.
Et Joe n'a pas envie de se trimballer Edgar, mais Edgar lui veut retrouver son grand-père, veut comprendre et veut suivre Joe. Et en fait les deux vont apprendre à se supporter. Et finalement, de fil en aiguille, leur Joe va complètement fonctionner malgré le côté atypique, le côté décalé, le côté vraiment candide de Edgar qui est complètement en opposition avec le regard archi réaliste de Joe. Après Edgar c'est un gentil, un vrai gentil pour le coup, et en fait lui, dès qu'il rencontre quelqu'un qu'il aime bien, et il a envie de le prendre un peu avec lui, et c'est comme ça que notre cher Joe rencontre Com et Virgie, même si eux ils les rencontrent dans des circonstances un petit peu plus particulières, mais ils finissent par les embarquer avec eux sur leur road trip, et quand ils arrivent sur Lyon, ils font la rencontre de Clé, et Clé, elle aussi, va faire ouvrir les yeux à Edgar et va lui faire réaliser à quel point le monde est mauvais et cruel, du moins la France qui est devenue dans Dissidente. En tout cas, cette joyeuse tribu, aussi différente qu'elle l'est, est tout autant attachante et va vraiment embarquer dans une situation... Il va y avoir des petites scènes un peu cocasses, on aura des petits moments un peu tendres, des petits moments un peu d'amitié, de sororité. Il y a des moments quand même très beaux, avec de beaux messages, même si globalement l'atmosphère reste sombre, reste intrigante, reste très difficile. Il y a des passages, moi il y a quelques passages qui m'ont mis vraiment mal à l'aise et j'étais là, ok, bon je m'arrête là parce que je ne pourrais pas en lire plus, sachant qu'en parallèle je lisais Le Cercle, donc comment vous dire que c'était très compliqué, mais pendant 2 semaines j'ai fait que des cauchemars. En tout cas, j'espère que par rapport à l'intrigue, l'autrice se trompe complètement et qu'il n'arrivera pas tout ce qui arrive dans Dissidente, parce que clairement je n'ai pas envie de subir ce que les personnages subissent, de découvrir une France où mes droits sont complètement bafoués, où je n'ai plus de droits, et comme dit Simone de Beauvoir, il suffit qu'il y ait une crise économique, politique, peu importe, et les droits des femmes sont les premiers droits qu'on va mettre à la trappe. Donc voilà, j'espère que vraiment elle se trompe. Cela dit, je pense qu'il fait ouvrir les yeux, il est hyper important à lire, surtout pour les jeunes. C'est un roman, en tout cas féministe, qui est d'utilité publique, et je pense que vraiment il est à lire surtout par les garçons, parce qu'en fait souvent les hommes ne se rendent pas compte de comment nous, les femmes, on peut perdre nos droits comme ça, et comment nous, notre statut peut vraiment partir. Et je pense que vraiment il faut absolument que les garçons lisent ce roman. Alors certains garçons se rendent compte et se battent à nos côtés, d'autres ne comprennent pas qu'il y a des garçons qui pensent comme ça et juste disent ah mais moi je suis pas d'accord, je suis pas comme ça, mais ne se battent pas plus que ça, et d'autres disent ah mais de toute façon nous les hommes on est là et vous les femmes vous êtes là. Et ces catégories là, nous on leur pisse dessus. Voilà, cette catégorie de garçons, je ne les supporte pas. C'est d'ailleurs le mouvement masculiniste qui est apparu sur les réseaux sociaux, qui veulent qu'une femme s'occupe d'eux, que les femmes les écoutent, qu'elles fassent tout ce que leur mari ait envie. Mais en fait, non, on n'est pas vos mères, on a une vie, on a envie d'être libre, de travailler, de faire des études. Même si on veut être femme au foyer, avoir des enfants, c'est notre droit, c'est pas vous qui nous l'imposez. Donc en fait, il y a un vrai truc qu'il faut que là, les gens réagissent, et j'aimerais bien que la catégorie de garçons qui ne sont pas comme eux, mais qui ne se battent pas vraiment, se disent ok, on va se fighter avec vous et on va vous soutenir, parce que merde, à la fin, oui, nous on n'est pas comme eux, mais il faut absolument qu'on commence à l'ouvrir un peu. Et les masculinistes devraient aussi le lire, parce que peut-être que leur petite pensée masculiniste, elle évoluerait un peu et elle repasserait du bon côté. Parce que je pense que pareil, on peut penser certaines choses, mais si on se renseigne un peu et qu'on réalise certaines choses, on peut tout à fait changer d'opinion et se dire merde, j'ai pensé comme ça, effectivement je me suis trompée. Et je pense qu'on peut penser certaines choses, mais la pensée elle est pas juste bridée et marquée, elle peut évoluer, et je pense que c'est ce genre de roman qui peut vraiment faire évoluer certaines pensées. Ça peut vraiment faire ouvrir les yeux aux jeunes filles, aux jeunes garçons et surtout aux adultes. Et j'ai foi en notre futur, j'ai foi en la jeunesse qui arrive, j'ai foi vraiment en ce que les femmes et les hommes soient vraiment égaux, et qu'il y ait vraiment ce truc de nous les femmes on vous comprend les hommes et vous les hommes comprenez-nous, et qu'il y ait vraiment ce soutien permanent entre les uns et les autres, et que ce soit pas juste les femmes ou les hommes, ou les femmes versus les hommes, parce que c'est pas ça le féminisme. Le féminisme c'est vraiment les femmes et les hommes au même pied d'égalité. L'autrice a vraiment fait un super roman, sachant que c'est son premier, et pour un premier roman franchement chapeau bas.
Je vous parle du Cercle de Bernard Minet, donc publié chez Pocket, que j'ai lu en parallèle de Dissidente. Et comment vous dire que c'est le tome 2 de la série de Commandant Servaz, je l'ai adoré. On m'a toujours dit, les tomes 2 sont toujours moins bien, les tomes 2 ils ont un syndrome qui fait qu'ils sont un peu moins bien que le premier. Eh ben pas du tout, celui-là est clairement au-dessus du premier tome qui est Glacé, que j'avais bien aimé parce que voilà, il plante le décor, il y a une enquête, les personnages on apprend à les connaître, etc. Mais celui-là, il est au-dessus. Je sais pas pourquoi, est-ce que c'est parce que je me suis habituée à la plume, est-ce que c'est parce que je connaissais un peu l'histoire, ou justement bah on connaît un peu mieux les personnages, je ne sais pas. Mais incroyable, j'ai vraiment adoré, c'est quand même une belle brique. Et c'est aussi pour ça que j'ai lu que 3 romans ce mois d'avril, parce que 500 pages je crois pour Dissidente, lui il fait 700, quasiment 800 pages, et Mad Majesty en fait quasiment 600 aussi. Donc voilà, j'ai lu quand même pas mal. Je ne voyais pas comment je pouvais en lire plus, sachant que bah je travaille à temps plein et que j'avoisine les 40 heures. Donc voilà, je ne peux pas lire autant que je veux, même si je pourrais parce que mais j'aime trop faire plein de choses, et notamment jouer aux jeux vidéo et regarder du rugby le week-end. Bref, revenons-en à nos moutons. Dans ce tome-là, on retrouve Commandant Servaz, on retrouve le lieutenant Espérandieu, on retrouve la lieutenante Samira Chung et la capitaine Irène Ziegler, qui est donc elle gendarme et les 3 autres sont policiers. Et l'ambiance du sud-ouest, l'ambiance des Pyrénées, j'ai adoré. Dans ce tome-ci, on découvre qu'il y a un meurtre et en fait Marsac enchaîne les meurtres, malheureusement. On ne sait pas trop les liens entre les différents meurtres. Bernard Minet arrive encore à me tordre l'esprit parce que j'ai rien vu venir sur les plot twists, sur tous les rebondissements, sur comment a été ficelée l'enquête. Franchement, chapeau, parce que j'ai rien vu venir. Alors que Glacé, j'avais eu plusieurs indices et je m'étais déjà fait une petite idée de qui avait fait quoi, alors que là, pas du tout. Et pareil pour certains romans policiers où j'arrive à pré-shot le meurtrier. Donc là, en fait, Commandant Servaz, on en apprend plus sur son passé, sur ce qu'il a fait, parce qu'en fait, toutes les références littéraires de Glacé, on comprend pas trop d'où il les a, vu que c'est que un policier. En fait là on apprend plus, on sait ce qu'il a fait en tant qu'étudiant avant d'entrer dans la police, donc ça je n'en dirai pas plus pour que vous le découvriez. Et puis aussi sur son passé amoureux, on découvre aussi comment sa relation avec sa fille évolue, parce que dans Glacé on comprend que c'est assez tendu entre les deux, qu'ils sont pas très proches, que elle est un peu rebelle, alors que là ils sont plutôt fusionnels, lui il est très inquiet pour elle, donc voilà, c'est vraiment très très touchant. Espérandieu est un peu plus en arrière-plan, j'ai trouvé ça dommage parce que je l'avais adoré dans Glacé, vraiment c'était mon coup de cœur. Après on en apprend un peu plus sur Samira, que pareil dans Glacé, elle était idem au 2e plan, mais là on la voit plus en premier, donc c'est plutôt agréable. Capitaine Ziegler est mise vraiment plus en avant et j'ai adoré la découvrir, apprendre plus sur sa personnalité, sur sa relation, sur sa vie en tant que gendarme, franchement trop bien. L'atmosphère elle est hyper chaude, un peu poisseuse par rapport à Glacé, ça n'a rien à voir parce que Glacé on était vraiment au cœur de l'hiver, là on est au cœur de l'été, il fait une chaleur mais étouffante, une chaleur vraiment lourde qui en devient très difficile, et j'ai trouvé ça vraiment fou que les deux soient autant en opposition entre le tome 1 et le tome 2 sur cet aspect là météorologique. Alors c'est peut-être un détail, mais quand on a lu les deux, c'est vraiment hallucinant comment l'auteur a réussi à retransmettre archi bien l'hiver d'un côté et archi bien l'été de l'autre. J'aime trop comment aussi Bernard Minet s'approprie la culture du sud-ouest, s'approprie les lieux et réalise des villes ou réalise des paysages qui sont axés sur la réalité, mais qu'il se réapproprie et qui les rend ultra réalistes. On sent que Minet a un amour inconditionnel pour le sud-ouest. En même temps, il est du sud-ouest, donc ceci explique cela. Et moi qui ai vécu à Toulouse, qui connais bien mon sud, clairement en fait je peux tout à fait m'imaginer les paysages, les lieux, les rues. Franchement c'est un régal à lire, surtout quand on connaît la ville de Toulouse par exemple. C'est vraiment bien ficelé, on est bien immergé, on est accro au roman en fait. Et finalement j'avais quelques spéculations qui étaient pas si fausses. J'ai pas vu le gros plot twist, mais il y a quelque chose que j'avais un petit peu, pas vu à 100%, mais j'étais sur une petite piste qui n'était pas si éloignée
de la réalité de la fin du roman. Mais globalement, les deux plot twists phares, je les ai pas vus venir, je me suis laissée surprendre, voilà. C'était incroyable, donc si vous hésitez encore à lire cette saga, bah n'hésitez plus. En tout cas, c'est une super saga de thriller si vous aimez les thrillers. Et enfin, une romance, j'avais vraiment besoin de quelque chose de plus léger après avoir lu Dissidente et Le Cercle, donc je me suis rabattue sur Mad Majesty de Delinda Dane, publié chez Hugo Roman Poche. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'était très chouette à lire, j'avais vraiment envie de quelque chose qui soit dans l'amour, dans quelque chose qui me réconforte et qui soit facile à lire et pas prise de tête. Et c'est tout ce qu'il y a là-dedans. Il a répondu à toutes mes attentes, donc c'est parfait. J'ai bien aimé le duo Esme et Damien. C'est un duo très opposé, parce que Esme est un vrai soleil, elle a la langue bien pendue. Dès qu'elle peut remettre un peu à sa place Damien, elle le fait. Alors que Damien est vraiment un grumpy au possible. Il est très torturé, traumatisé, il est vraiment mal au quotidien et il culpabilise constamment. Donc en fait, il souffre physiquement mais aussi mentalement et il m'a vraiment touchée d'une certaine façon. Et leur duo fonctionne archi bien, donc on est vraiment sur un basique, proximité forcée, mariage de convenance, Grumpy X Sunshine, vraiment les tropes basiques mais qui fonctionnent toujours très bien avec moi. Damien est quand même le frère aîné par excellence. Il veut constamment protéger son petit frère et sa petite sœur des contraintes de la royauté, des problèmes de la royauté, et il veut juste montrer la belle façade et les beaux aspects, et il veut pas contraindre son frère et sa sœur à ses obligations à lui. Après, cela dit, moi j'aime bien en général m'attacher aux personnages secondaires, et à part Matthew, il n'y a pas grand monde qui m'a touchée, ça m'a pas plus que ça emballé sur les personnages secondaires, et du coup je sais que les deux autres tomes sont basés sur les personnages secondaires. Je ne sais pas si j'ai envie de lire la suite parce que j'ai pas tant eu d'attache envers les deux autres persos, et du coup je sais pas si je lirai la suite. Essayez de me convaincre si vous avez lu la trilogie de lire, de craquer, parce que là pour le coup moi je suis en pleine hésitation. Comme je le disais, pour l'intrigue on reste sur quelque chose d'assez basique, donc les tropes très connus et reconnus mais qui fonctionnent bien, et là ça a bien fonctionné pour le coup. Il y a quand même quelques plot twists qui permettent de rajouter un petit peu de suspense, d'intensité et de tension. Ça c'est ce que j'ai vraiment apprécié, et je me suis laissée m'avoir 2 ou 3 fois, donc franchement pour ça c'est plutôt cool. J'ai bien aimé comment l'autrice a retransmis l'atmosphère de la royauté, parce que même si elle s'est laissée des libertés, elle a quand même retransmis ce côté strict, ce côté sévère, ce côté règles, protocole, et puis forcément vu que c'est une romance, il y a quand même un peu de spicy, il y a quand même des moments un peu de joie, de tension, et ça contrebalance complètement avec ce côté hyper strict de la royauté, donc la balance était hyper bien faite. C'est pas trop spicy, donc pour le coup, ça c'est cool, parce que quand il y a trop de spicy à l'appel, moi au bout d'un moment j'en ai jusque là. Donc là c'est pas trop le cas. Elle a vraiment ajusté ça, et c'est un slow burn, donc pour le coup on est servi sur le slow burn. Parce que il faut bien attendre au moins la moitié du bouquin pour que Damien et Esme, il se passe quelque chose quoi. Et pour finir, l'écriture est fluide, agréable, ça se lit super bien, on a envie de savoir la suite. Ça reste une romance, donc voilà, c'est quelque chose d'abordable, mais ça n'empêche pas que les belles émotions soient là, que on soit touché par les échanges entre les protagonistes, qu'il y ait de beaux messages de transmis. Donc pour le coup ça, elle le fait toujours aussi bien, et j'ai trop aimé la petite référence à Scottish Rhapsody que j'avais lu il y a quelques années. Scottish Rhapsody que j'avais adoré à l'époque et que j'avais vraiment dévoré, où on est plongé en Écosse et où l'autrice se laisse quelques libertés, mais franchement ça fonctionne super bien. Donc si vous avez envie de comprendre la petite rêve de Mad Majesty sur le couple écossais, lisez Scottish Rhapsody. Tous les avis que j'ai lus sur Mad Majesty, personne n'a parlé de la référence à Scottish Rhapsody. Genre vraiment, je me suis dit mais comment ça personne n'a la ref? J'ai trouvé le clin d'œil mais incroyable. Ouais, et comme je l'ai dit, du coup je ne sais pas si j'irai à la suite, parce que j'ai pas eu suffisamment d'attache envers les personnages secondaires, donc à voir si vous arrivez à me convaincre ou si je lis des avis qui me donnent envie. Je ne sais pas, je me laisse le choix, on verra.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est 3 romans que j'ai bien aimés, je vous les recommande quand même grandement, que ce soit le thriller, que ce soit la dystopie young adulte ou bien la romance, je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Et puis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me dire en commentaire vous, votre coup de cœur d'avril, et si vous avez lu un des 3 romans. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram, et puis moi je serai en vacances là dans les prochains jours, j'ai trop hâte. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!